Pardon, un petit peu voir dans le micro si comme la distance est. Ça, de quoi ça a l'air? Ouais, Pas pire, ça? ouais, c'est parfait. À distance, ouais. Moi, je OK. m'entends bien, en tout cas. Ouais, good, moi aussi. Fait que Yann, merci beaucoup Fait plaisir. d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment gentil. Là, on s'est fait un setup bonne franquette. Oui, Fait que exactement. il va peut-être avoir un Setup petit peu. maison. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est le cas de le dire. Exact. Parce que je suis chez toi aujourd'hui. Mhm. Fait que c'est pour ça notre petit setup. Mais oui, merci beaucoup, beaucoup de ta générosité. C'est super apprécié. Fait plaisir. Moi, dans le fond, je me suis sentie comme si j'avais gagné à la loterie, dans le sens que je cherchais juste un pathologiste. OK. Puis j'ai utilisé mes petits contacts et il y a deux noms qui sont sortis. Je me rappelle même pas c'était quoi l'autre nom. Tu étais le premier nom OK. que je me suis fait référer. Fait que là, j'ai checké sur Google parce que j'avais juste ton nom. J'avais pas de numéro de téléphone, email, whatever. Fait que là, j'étais allée sur Google. Puis, j'ai trouvé facilement parce que tu es relié à l'hôpital. Fait que, tu sais, Ah, OK. on a ton courriel. Tu sais, on a accès à ton courriel facilement. De l'hôpital ou de l'Université de Montréal? Ah, excuse-moi, oui, c'est l'Université de C'est ça. Montréal. Oui, oui, oui. Habituellement, c'est comme ça que les gens me Oui, contactent, c'est ça, puis ouais. mon adresse personnelle est reliée avec l'adresse professionnelle de l'Université de Ouais. Montréal, parce que je la regarde jamais, cette adresse-là. OK, ben c'est ça, oui, je me suis trompée. Oui, fait que c'était OK. l'université, ouais. Et je m'en allais t'écrire juste ça. J'étais super contente d'avoir trouvé quelqu'un puis que ça soit facile, tu sais, de trouver ton contact et tout ça. Puis là, je voulais t'écrire puis fermer la page. Puis là, je vois Magnata en Mhm. bas de la Ouais. page. Puis là, je dis, ben voyons, c'est super vieux. Pourquoi que ça me sort ça? Tu sais, Fait que là, je clique sur l'article pour me rendre compte que, écoute, c'est toi qui as été Ouais. attitré à ce dossier-là puis que Mhm. tu as fait l'autopsie Mhm. sur le corps démembré. Ouais. Comment qu'on est attitré, dans le fond, à... Comment tu t'es ramassé à faire ça? Est-ce que c'est parce que tu es associé, mettons, au département de police qui s'occupait de ce dossier-là? Comment ça fonctionne? Non, ben, je travaillais à l'époque pour le laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale. OK. Donc, c'est une unité autonome de service au sein du ministère de la Sécurité publique. Le laboratoire, c'est l'organisme québécois qui s'occupe de prodiguer ou de fournir les services professionnels en sciences judiciaires et en médecine légale. Fait que c'est un organisme gouvernemental, si on veut. Donc, en médecine légale, les pathologistes judiciaires qui travaillent là, c'est des médecins fonctionnaires, puis on s'occupe de faire les autopsies médico-légales, entre autres des cas de meurtre. Fait que tous les cas de coroner, de mort violente, suspecte ou obscure, parce qu'on est des spécialistes en lésions traumatiques. Donc, le cas de Magnata, évidemment, c'en était un, c'est un homicide. Donc, le coroner nous a demandé de faire l'autopsie parce que les corps de police sont des clients, mais c'est pas eux. Oh, excuse, on entend bien le. Oui, hein? Ça va, ça va se diminuer le son. Là. C'est bon. Mais donc, les corps de police sont des clients, mais c'est pas eux autres qui ont juridiction sur le corps. Contrairement à ce qu'on peut penser, même si l'enquête de police est une enquête de meurtre, c'est toujours le coroner. Donc, c'est le coroner qui demande l'autopsie. Puis, à ce moment-là, ben, on prend le cas. Puis, je pense qu'on était peut-être 4 pathologistes à l'époque. Puis, ben, c'est moi qui ai été désigné. C'est moi qui avais le temps. C'était rendu à mon tour. Fait que, OK. on essaie de se partager le travail un peu égal. Donc, c'était rendu à moi. Puis, c'est moi qui a hérité de ce dossier-là, si on OK. peut. Si on... On dirait que ça m'a surpris qu'il y ait une autopsie dans le sens que le meurtre a quand même été filmé. Oui. Fait que Euh, pourquoi qu'il cherchait ouais. quoi? Ben, en fait, c'est de routine. C'est une procédure de routine. Euh, D'une part, c'est pas parce que quelque chose de filmé que c'est nécessairement vrai. Hein, OK. les images peuvent avoir été trafiquées. Puis d'autre part, ben, pour déterminer, ben, pour prélever la preuve sur le corps, tu peux pas faire ça qu'une vidéo. Ça prend une autopsie. Pour documenter les blessures, documenter l'intérieur, le nombre de coups, le nombre de blessures, qu'est-ce que ça a atteint à l'intérieur du corps, etc. Donc, ça prend une autopsie. Là, c'est une condition sine qua non. Donc, même si le meurtre avait lieu en plein jour, filmé avec des caméras et tout, il y a quand même une autopsie qui est réalisée parce qu'après ça aussi, ben, ça prend un professionnel pour encore venir dire ben, voici l'état des choses, voici l'état des blessures, voici la cause du décès, etc. Même si on peut se douter dans certains cas de la cause du décès, mais ça Ouais. prend quand même une autopsie. OK. Mais là, j'imagine que tu n'avais pas tout le corps. Euh, Initialement, non. OK. Je l'ai reçu par la suite. C'est une autopsie qui était un peu particulière parce que justement, c'était pas une autopsie qu'on fait straightforward, une demi-journée, une journée, puis c'est réglé. Initialement, je peux parler du dossier évidemment parce que ça fait longtemps que c'est Ouais, c'est réglé, ça.
Donc, les délais d'appel et tout sont expirés. Donc, j'avais le trompe, j'avais les 4 membres. Il manquait la tête, il manquait les mains, les pieds. OK. Fait qu'on a commencé avec ça parce qu'il n'y avait rien qui nous disait qu'on retrouverait le reste de toute façon. Mm-hmm. On travaille avec ce qu'on a finalement. Puis par la suite, quelques jours plus tard, j'ai reçu les 2 mains, les 2 pieds qui avaient été postés là, ailleurs au Canada. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le travail de la police d'aller récupérer, les parties de corps manquantes qui avaient été réceptionnées là, par la poste ailleurs, à Ottawa, je pense, puis en Colombie-Britannique. Puis un mois plus tard, ben, ils ont retrouvé la tête là, après que Magnota leur a indiqué où est-ce qu'il s'en était débarrassé. Donc, un mois après, j'ai pu faire l'examen de la tête, du moins, ce qui en restait. OK. Tu faisais quoi exactement? Mon travail. Mais c'est Ouais. quoi? C'est ça. Donc, je suis anatomopathologiste de formation. Donc, l'anatomopathologie, c'est une spécialité où on étudie le corps humain pour rendre des diagnostics. C'est une discipline de laboratoire. Puis, on est formé pour tous les systèmes du corps humain. Donc, on fait des diagnostics autant sur le cœur, les poumons, le système gastro-intestinal, etc. Puis, à l'hôpital, parce que le pathologiste travaille en hôpital, donc c'est du diagnostic généralement chez les vivants. Fait que des biopsies, les gens qui se font opérer, qui sont enlevés des cancers, le pathologiste examine ce matériel-là et va rendre le diagnostic après l'examen de la pièce à l'œil nu puis au microscope. Donc, rendre le diagnostic, c'est un cancer de tel type, étendu à tel. Bon, il fait des tests de laboratoire, de la biologie moléculaire, etc. Donc, c'est vraiment, le travail du pathologiste va servir à poser des diagnostics puis orienter la thérapeutique par la suite, orienter les traitements finalement pour l'oncologue, etc. Le pathologiste judiciaire, donc lui, c'est un petit peu particulier parce que c'est une surspécialité. Donc, je suis anatomopathologiste de formation et j'ai une surspécialité. Donc, je suis pathologiste judiciaire en plus. Fait que c'est une formation complémentaire, si on veut. Et donc, le pathologiste judiciaire, lui, son travail, c'est de procéder uniquement à des autopsies médico-légales. Fait qu'on fait plus de travail sur des tissus ou des organes de personnes vivantes pour des traitements. On fait des autopsies de coroner pour éclairer le coroner et les corps de police sur la cause et les circonstances de décès. Donc, l'autopsie, tout le monde sait un peu ce que c'est. Donc, l'examen du corps, on l'examine extérieur, on examine l'intérieur, on ouvre le corps, on l'éviscère, on sort les organes, on les examine, on les dissèque pour diagnostiquer les maladies, puis documenter les blessures également, mettre tout ça ensemble à la fin, puis donner la cause de décès, puis le descriptif des lésions finalement. Puis en corollaire de ça, le pathologiste va faire des prélèvements sur le corps pour documenter la preuve. Ça peut être des milieux biologiques pour les analyses toxicologiques, ça peut être des prélèvements pour recherche de l'ADN étranger d'un agresseur, par exemple en cas d'agression sexuelle, ce genre de choses-là, c'est le pathologiste qui fait ces prélèvements-là. Donc c'est ça essentiellement le travail d'un pathologiste. C'est du travail d'autopsie, puis ensuite on rend un rapport, évidemment. Puis après ça, ben, par la suite, quand ça s'applique, on peut être appelé à aller témoigner en cours, ce qui était le cas dans le dossier de Magnota, mais ce qui était le cas dans mon cas 167 autres fois. J'ai témoigné 168 fois en cours pour des dossiers de meurtre, là, généralement. Quand même, ouais. hein? Fait que essentiellement, c'est ça le travail au day-to-day. C'est un travail vraiment assez, pas solitaire parce qu'on est toujours entouré d'une équipe. Là, on travaille avec des techniciens et tout. Mais donc, on est un peu détaché, si on veut, là, du monde médical. La pathologie judiciaire, c'est un peu l'interface entre les sciences judiciaires, donc le judiciaire, le juridique, puis la médecine, finalement. C'est un peu au milieu de tout ça. OK. Ça a pris combien de temps avant que tout ça soit... Dans le fond, le procès, tu as été là combien de temps? C'est une bonne question. Je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu l'autopsie, puis après ça, quelques mois plus tard, ou peut-être 6 mois, 1 an, je ne me rappelle plus, il y a eu l'enquête préliminaire. Puis après ça, encore un bon délai avant que le procès survienne. Là. Ça a dû durer, toutes ces procédures-là, facilement un 12, 18, 24 mois, là, peut-être, avant que ça soit tout réglé. Là. Hey boy, OK. Fait que je me rappelle plus exactement à quelle année le procès a eu lieu. Là. J'en ai tellement fait qu'à un moment donné, on perd. Là. Ouais. On perd le fil, mais c'est les délais judiciaires standards. Là. C'est le temps que ça prend, finalement. Puis surtout pour une cause importante comme ça, il y avait une quantité astronomique de preuves aussi. Là, donc, c'est le temps que ça prend, finalement. Là. Parce que toi, je pense que tu n'avais pas écouté la vidéo. Non. C'est ça, parce que tu peux pas, en fait. Ça te guiderait, tu aurais des pistes. C'est exactement. Moi, c'est ce que je suis allé dire en cours. La vidéo, je savais qu'il y en avait une. Je ne l'ai jamais vue. Je ne voulais pas la voir avant. Je ne voulais pas la voir pendant. Puis même après, je ne l'ai toujours pas vue à ce jour, la vidéo. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Premièrement, ce n'est pas de la fiction. Là. C'est réel.
Moi, mon travail est assez, entre guillemets, difficile comme ça, que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Puis tu as raison, donc avant puis pendant les procédures, si on veut, je ne voulais pas me faire contaminer par cette vidéo-là parce que mon travail, c'est l'autopsie du corps. Peu importe ce que sur cette vidéo-là, je ne suis pas un spécialiste en vidéo, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Moi, de toute façon, je ne me base pas sur ce que les images montrent, je vais me baser sur l'état du corps. Puis je vais aller dire ce que je peux dire à partir de l'autopsie que j'aurais faite. Ouais. Puis avec les limites que ça comporte, il y a toujours des limites à l'autopsie. Dans ce cas-là particulier, il y en avait beaucoup de limites à cause de l'état du corps. Le corps était décomposé. Puis évidemment, il était démembré. Donc, ça amenait un paquet de limites. Puis je ne voulais pas que ces limites-là, qui sont des limites scientifiques, soient blurrées ou qu'ils soient floutées par une contamination, effectivement, à partir de cette vidéo-là. Je voulais que mon témoignage, éventuellement, puis que mon travail soit le plus neutre, le plus impartial possible. Et c'est pour ça que je n'ai jamais regardé la vidéo. Puis honnêtement, je pense que j'ai très bien fait. Ouais. Pendant le procès, l'avocat de la défense, une des rares questions qu'il m'a posées, justement, il essaie de faire son show, là. Puis une des rares questions qu'il m'a posées, c'était justement « Pourquoi vous n'avez pas regardé la vidéo? Je vous soumets que c'était de l'incompétence de ne pas l'avoir fait. » Puis tout. Puis j'ai expliqué exactement ce que je viens de t'expliquer. Puis honnêtement, je pense il faisait son petit show, là, puis c'est correct. Là, bon, c'était sa stratégie, puis je n'ai pas questionné ça, mais je pense que les jurés ont bien compris là, pourquoi je ne l'avais pas vu, la vidéo. Puis au final, honnêtement, je pense pas que ça ait changé grand-chose de toute façon. Ta réaction quand tu t'es fait annoncer que, je veux dire, le corps est démembré en je ne sais pas combien de morceaux, mais tu sais, c'était atroce, là. Comment, parce que j'imagine que c'était la première fois que tu avais à dealer avec quelque chose comme ça? Non. Je pense pas. Non, je pense pas. Honnêtement, c'est parce que là, tu sais, le meurtre de Yun Lin, je pense que ça s'est survenu en 2012, si je ne m'abuse. Bon, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais pour le laboratoire. Et c'est peut-être pas mon premier cas de démembrement, c'est juste que tous les dossiers n'ont pas le même impact médiatique. Et puis tous les dossiers ne passent pas dans les journaux, comme on dit. Ceci dit, par la suite, j'en ai eu quelques-uns des cas de démembrement. Ça n'a pas été mon seul, certainement pas, dans les 12 années que j'ai passé au laboratoire. Puis c'est pas quelque chose c'est pas fréquent. C'est pas quelque chose qui est archi rare non plus, pour différentes raisons. Là, un homicide peut virer un agresseur, un meurtrier. Là. On va appeler les choses comme ils sont. Un meurtrier peut décider de démembrer le corps, généralement pour essayer de s'en débarrasser plus facilement. C'est généralement la raison principale. Fait que c'est pas particulièrement rare. Puis de la façon dont on aborde ça, c'est pas... c'est plate à dire, hein, mais c'est un travail où on voit tellement de choses horribles qu'on finit avec une carapace, puis on a un travail à faire, on se concentre sur ce travail-là. Puis moi, personnellement, mon attitude par rapport à ça, ça a toujours été j'ai beaucoup de compassion pour les familles, mais pour la victime, je ne peux plus rien faire. La victime est décédée. Elle ne souffre plus. Donc, la seule façon que j'ai de l'aider, puis d'aider les familles, c'est de faire mon travail de façon compétente, diligente, puis d'essayer de trouver des réponses. Donc, le fait qu'un corps soit démembré, ça ajoute juste une couche de complexité, si on veut, à l'analyse, mais autrement, c'est pas plus que ça. Fait qu'il n'y a pas de réaction émotionnelle au fait que le corps qui nous parvienne en salle d'autopsie soit démembré. C'est un dossier, puis on va faire notre travail, ça prendra le temps que ça prendra, puis comme je dis, ça rajoute une couche de complexité, mais à part de ça, c'est pas... au niveau émotionnel, il n'y a vraiment pas d'impact plus qu'il faut. Là. Le dossier de Magnotta, c'était plus tout ce qui entourait, c'était la couverture médiatique. Là. C'était vraiment ça qui a donné une couleur particulière à ce dossier-là. Mais ça, c'est au-delà de la pathologie. Là. Je comprends. Fait que, c'est sûr que j'en entendais parler. Je lisais ça dans les journaux, je voyais ça à la TV, mais à part de ça, c'est business as usual. C'est un dossier comme un autre, si on veut. Là. C'est juste que dossier à fort retentissement, un high-profile case, comme on dit. Là, un fort retentissement médiatique, tout simplement. Je ne savais pas que tu enlevais littéralement chaque, tu sais. Oui. Mais, mettons, la personne, là, si elle veut se faire exposer, tu peux pas? Oui, tu peux. Ah oui? Oui, tu peux. Les gens ont une idée de ce que c'est que l'autopsie, mais c'est une idée qui est teintée par un paquet de choses. Là. Généralement, c'est teintée par la culture populaire principalement. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point une autopsie, c'est mutilant, entre guillemets. Là.
c'est ni plus ni moins qu'une profanation de cadavre, là. Si on regarde ça d'un point de vue strictement à la base, là, strictement de définition, c'est une profanation de cadavre. On prend le cadavre, on l'ouvre quasiment en deux, puis on sort les organes, ni plus ni moins, puis on les examine. Mais évidemment, bon, c'est un exercice scientifique qui se fait dans des règles, et puis qui vise un objectif qui est noble, c'est-à-dire déterminer la cause du décès, puis donner des réponses aux familles. Mais donc, pour ce faire, oui, il faut sortir les organes, pour les examiner, puis pour les examiner comme il faut, pour les disséquer comme il faut, il faut éviscérer le cadavre, il faut éviscérer le corps, il faut sortir les organes. Donc, c'est un examen, c'est ni plus ni moins qu'un examen physique, mais extrêmement poussé, évidemment. Mais donc, tout ça pour dire qu'un coup que l'autopsie est terminée, bien, les organes, on les conserve pas là, à l'autopsie. On en prend des morceaux, des petits morceaux, des biopsies pour l'examen éventuellement au microscope. Mais le reste de l'organe, donc la majorité des organes, on les remet dans le corps. Et donc, le thanatologue, par la suite, l'embaumeur, va faire son travail avec les organes, mais quand la personne est exposée, bien, la personne est habillée dans un cercueil. Les incisions qu'on a faites ne paraissent pas. Autant à la tête, il y a des façons de camoufler ça pour le thanatologue avec un oreiller, avec les cheveux, etc. Donc, les incisions sont camouflées, sont en dessous des vêtements, en dessous des cheveux, dans l'oreiller. Donc, ça ne paraît pas. Moi, je dis toujours que si le corps est exposable avant l'autopsie, il va demeurer exposable après l'autopsie. Puis on ne fait pas exprès pour mutiler non plus. Mais je te donne un exemple extrême. C'est quelque chose qu'on fait rarement, mais on peut disséquer un visage pour aller exposer les os du visage sous la peau pour mettre en évidence des blessures ou des fractures. Ça, c'est quelque chose qu'on fait rarement, mais on peut le faire. Mais on le dissèque de telle manière que par la suite, on laisse des attaches autour du nez puis de la bouche, puis quand le travail est terminé, de dissection puis d'autopsie, on peut remettre le visage en place. On fait des coutures, puis le thanatologue, par la suite, au salon, il peut venir coller la peau, et donc le visage peut être presque intact, finalement. C'est fou, hein? La famille peut presque ne pas se rendre compte qu'il y a eu du travail de fait au niveau du visage. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est pas parce qu'il y a une autopsie que le corps n'est pas exposable, au contraire. Quand tu fais ton autopsie, j'imagine que les plus communs, là, c'est de trouver s'il y avait de la drogue, s'il y a eu, mettons, un objet, j'imagine, pour un meurtre, là, dans le cas d'un meurtre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... c'est-tu les deux plus populaires, entre guillemets? Ou... Non, le plus populaire, c'est la mort naturelle. Même pour des dossiers de coroner, même pour... le coroner investigue beaucoup de morts naturelles. On ne s'imagine pas ça. On entend toujours parler du coroner pour des suicides, des meurtres, des accidents. Mais le coroner, la majorité des dossiers de coroner, ça finit en mort naturelle. C'est juste que c'est un dossier de coroner parce que c'est pas un décès qui survient à l'hôpital, des suites d'une longue maladie, bien documenté au niveau médical. C'est généralement des décès assez subis ou des gens qui n'ont pas cherché de soins, qui sont décédés à la maison. Puis il n'y a pas de médecin qui peut certifier la cause du décès. Donc, le coroner va prendre avis, le coroner va prendre le cas, va ordonner une autopsie. Mais je te dirais que plus de la moitié du temps, ça finit en mort naturelle, peu importe la cause. Par la suite, oui, les intoxications, c'est quand même probablement la deuxième cause. C'est assez fréquent, malheureusement, volontaire ou involontaire. Puis après ça, bien, il y a tout le reste, finalement. Les morts violentes, là, au sens propre, là, finalement. Puis ça, j'imagine que c'est le foie que tu analyses pour... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu analyses? Les milieux biologiques, bien, en fait, ça, c'est pas le pathologiste, ça va être le toxicologue qui va s'occuper des analyses. Le pathologiste, c'est l'intermédiaire qui fait les prélèvements, mais c'est pas le pathologiste qui fait les analyses comme tel. Ça va être comme tel, ça va être un toxicologue. Puis ça se fait généralement sur le sang, en fait. C'est vraiment c'est sur le sang. À partir du sang, ils vont passer ça dans des machines, puis très, très complexes, puis ils vont être capables de sortir toutes les substances dont la victime... toutes les substances sous l'effet desquelles la victime était. Alcool, drogue, médicaments. Ils vont être capables de doser ces substances-là, donner des intervalles. Est-ce que c'était toxique, létal? Est-ce que c'était thérapeutique? Et donc ces analyses-là sont faites par les toxicologues, puis après ça, le pathologiste puis le coroner se servent de ces résultats-là, oui, pour intégrer ça, puis voir si la cause du décès est de nature toxicologique ou non. C'est quand d'abord que tu vas sortir les organes? À l'autopsie. C'est à l'autopsie, donc, pour voir s'il y a des blessures ou voir s'il y a des signes de maladie à ce moment-là. Fait qu'on sort tous les organes, le cœur, les poumons, le foie, les reins, la rate, le pancréas, le cerveau aussi. Donc, les organes vitaux, les principaux organes, c'est à l'autopsie qu'on les sort, qu'on les examine, puis on voit tout de suite s'il y a des signes de traumatisme. On peut faire des prélèvements pour, après ça, examiner au microscope pour des diagnostics un peu plus précis parce qu'il y a des maladies qui ne se diagnostiquent qu'au microscope.
Puis ça aussi, ben, après ça, on intègre ça dans le rapport pour déterminer la cause du décès. OK. J'ai reçu une thanatologue Mhm. au podcast, puis elle me disait qu'à l'école, il se pratiquait sur des personnes non réclamées. Oui, des corps non réclamés. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est la même chose dans ton milieu aussi? Est-ce que c'était ça pour toi? Non, il y a des laboratoires d'anatomie qui existent encore. Il y en a un à McGill, il y en a un à Québec aussi à l'Université Laval. J'ai fait tout mon cours à Québec. Mais tu vois, ironiquement, même si je suis devenu pathologiste puis que je fais des autopsies à temps plein, j'ai jamais pris le cours le laboratoire d'anatomie sur cadavre à l'Université Laval, ironiquement. Mais donc, ça existe. Puis oui, les étudiants en médecine, puis ceux qui le désirent, c'est pas quelque chose d'obligatoire là, dans aucune des universités, mais peuvent se pratiquer, oui, à faire des dissections, puis à apprendre l'anatomie sur cadavre. Donc, des corps. C'est pas des corps non réclamés généralement. Par contre, là, dans ces laboratoires-là, c'est vraiment des gens qui donnent leur corps à la science. Donc, ça se ramasse dans une université, puis les étudiants en médecine ou dans d'autres spécialités aussi peuvent faire donc, le travail sur les cadavres, mais moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Le premier corps que j'ai vu, c'était pendant mon cursus, mon cours de médecine. On avait eu la chance d'aller voir une autopsie, donc j'étais allé voir une autopsie dans un hôpital à Québec, puis ça a été mon premier contact, si on veut, avec un corps, avec un cadavre, finalement, avec une autopsie. Là. Puis évidemment, ben, après, quand j'ai commencé mes études en pathologie, ben là, j'ai fait des autopsies comme résident, là, comme étudiant, puis par la suite, ben, ça a continué. Ça fait combien de temps que tu... Ben, j'ai fait mes études de 2000 à 2010, ma résidence, donc ma spécialisation de 2005 à 2010. Puis je travaille comme pathologiste depuis 2010, là, ça fait 13 ans. OK. Hey, ben c'est ça faisait tellement pas longtemps, justement, qu'en Magnotta, ça Oui, faisait c'est 2 ça, ans. ça faisait là. 2 ans, exactement. OK, hey boy, OK. Ouais. J'ai appris ma spécialité de pathologie judiciaire au laboratoire, c'est eux autres qui m'ont formé. OK. Puis là, tu disais que vous étiez des fois une équipe de 4, mettons, à travailler? Oui, à l'époque, on était 4 pathologistes. Là, maintenant, ils sont 5. Là. Moi, j'ai quitté, je suis rendu au CHUM maintenant, donc je fais de la pathologie, mais au CHUM. Mais donc, ils sont 5 pathologistes, 5 assistants. Ouais, ben, ils sont même rendus plus que ça, mais des assistants pathologistes, donc des techniciens qui les aident là, à faire le travail en salle d'autopsie. Parce que, contrairement à ce qu'on voit encore une fois dans les films, je me rappelle quand j'écoutais X-Files, Gillian Anderson, là, l'actrice qui jouait Scully, faisait son autopsie toute seule dans une salle sombre. C'est pas de même pantoute, ça marche. Là. On n'est jamais tout seul, on a des techniciens avec nous. C'est un travail d'équipe, là, une autopsie. Là. Puis c'est pas sombre pantoute, il faut voir ce qu'on fait. Fait que c'est très, très éclairé. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu une photo sur Google. Ton local, il avait l'air immense. Oui, la salle était grande. De travail, mais tu sais, le reste, ça avait l'air, là... Oui. Ben, la salle d'autopsie peut être plus ou moins grande, mais ça prend un minimum d'espace pour être capable d'évoluer et de faire notre travail. Oui, mais tu sais, c'était beau, entre guillemets. Ça n'avait rien à voir avec un sous-sol creepy. Exactement. Là, non, le laboratoire d'un savant fou, c'est pas ça pantoute. Non, non exactement. Exact. Je sais qu'il y a eu, malheureusement, tu sais, les enfants autochtones qui ont été retrouvés. Jusqu'où tu es capable de... Parce que là, ça faisait je ne sais pas combien d'années, là, tu sais, c'était juste les os là, qui restent, là. Pas nécessairement. C'est ce qu'on pense souvent, mais écoute, sur un corps qu'on va aller exhumer pour procéder à un examen, une autopsie, là, entre guillemets, là, ben, ça dépend de l'état du corps, mais si l'embaumement a été bien fait et que le cercueil est assez hermétique, les corps peuvent être surprenamment bien conservés. Ah ouais? Ceci dit, on parle quand même de décès qui remontent à plusieurs dizaines d'années, là, certains même peut-être à une centaine d'années. Moi, j'en ai jamais fait là, comme tel d'autopsie sur des corps aussi vieux que ça, là, enterrés pendant aussi longtemps que ça, si on veut. Mais donc, le corps, comme je dis, peut être surprenamment bien conservé, mais il va quand même avoir des limites. Ceci dit, si l'embaumement était rudimentaire, disons ça comme ça, puis que le corps était entre quatre planches de plywood, là, puis que, évidemment, les éléments avaient les insectes, puis le corps était soumis aux éléments, donc ça se peut qu'il reste effectivement juste des os. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça après? Bien, évidemment, ça va être très, très limité. S'il n'y a plus d'organes, bien, il n'y a plus rien à observer, donc toutes les maladies qui affectaient les organes, on ne peut plus en attester. Et donc, ça va être l'examen des os. Évidemment, tout ce qui est traumatique, les marques sur les os vont demeurer après la mort. Fait que ça, c'est pas trop un problème. Mais tout ce qui est traumatique sur les organes, on ne les verra plus. Puis, bien, la plupart des maladies vont affecter les organes beaucoup plus que les os. Donc, tout ça pour dire que l'examen d'un squelette, il y a beaucoup, beaucoup de limites. Puis, ça se peut que si les familles de ces enfants-là autochtones qui veulent des autopsies ou des examens,
C'est possible. Je ne dis pas que c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais c'est possible que les réponses soit pas capable, les experts soient pas capables de les donner à cause, effectivement, du temps qui a passé puis de l'état des corps. Ouais. Ça restera à voir à ce moment-là. Fait que ça arrive des fois que, mettons, la personne est déjà enterrée, là, tu sais, son cas il est réglé, entre guillemets, puis que des années après, il y a, mettons, quelque chose qui fait surface, puis que le corps est déterré pour faire une autopsie, ça arrive? OK. Oui, ça arrive. C'est des circonstances généralement exceptionnelles. Ça prend des très bonnes raisons pour exhumer un corps, mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis là, après ça, ben, les pathologistes puis les anthropologues, parce que quand on parle d'examen des os, on parle d'anthropologie à ce moment-là, ben, on fait avec ce qu'on a, finalement. Puis comme je dis, ben, il va y avoir des limites à l'expertise, c'est certain. Il y a des choses qu'on ne sera plus capable de déterminer. Mais oui, ça peut arriver. C'est vraiment très, très rare, mais ça peut arriver. Mais j'imagine que, tu sais, ça doit être difficile dans le sens que, je sais pas, la personne, elle s'était cassé le bras. Mais toi, est-ce que tu es capable de faire la différence si elle s'est cassé le bras ou si elle a reçu... Si c'est quelqu'un, mettons, qui l'a frappé? Oui, ben non, en fait. C'est un bon exemple. Moi, je vais dire, ben, il y a une fracture du bras. Maintenant, comment la fracture est arrivée, je pourrais pas le dire. Mais tu sais, même avec un corps frais, même dans les meilleures conditions, ben, il y a des limites pareilles. Puis il y a des choses en cours, quand je témoigne, des questions auxquelles je ne peux pas répondre. On peut émettre des hypothèses, mais c'est pour ça que la pathologie, le pathologiste est important, mais c'est une pièce d'un casse-tête. Puis c'est pas la seule pièce. Tu ne détermines pas l'image d'un casse-tête avec une pièce, ça te prend l'ensemble des morceaux ou le plus de morceaux possible. Fait que, donc, la pathologie a un rôle très important, mais c'est jamais la seule pièce d'un puzzle. L'enquête policière est très importante aussi. Les analyses toxicologiques peuvent l'être également. Donc, on est juste une partie du puzzle, mais il y a des choses qu'on peut jamais dire, qu'on peut jamais déterminer non plus. Puis ça fait partie de la game. C'est notre travail d'expliquer à ce moment-là ces limites-là. Est-ce que c'est comme dans les films, mettons, puis tu es capable de déterminer si la fracture date de, mettons, v'là 10 ans? Généralement, non. Une fracture qui serait très vieille, généralement, si la personne survit, la personne va guérir. La fracture va disparaître, finalement. OK. Si la fracture est plus récente, bien là, selon l'état de guérison, oui, on peut donner une très vague estimation, très, très vague. Encore une fois, il y a beaucoup de limites, puis la culture populaire fait que les gens pensent qu'on peut être très précis, mais c'est généralement pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on essaie de dater des blessures, là, peu importe, on parle d'une fracture, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une ecchymose, ça peut être quelque chose d'autre. Puis ça reste qu'on est très, très vague, là. C'est loin, loin, loin d'être une science exacte. OK. C'est quoi l'âge le plus jeune que tu as eu à faire une autopsie? Oh mon Dieu, un bébé même pas né. Ah ouais? Oui, j'ai déjà fait l'autopsie, je pense que c'est réglé aussi, ça, ce dossier-là, mais une femme qui avait été poignardée par son conjoint, qui était enceinte. Puis le gars, malheureusement, le gars avait poignardé sa femme et il l'avait non, en fait, la femme a survécu, la mère a survécu, puis c'est le bébé qui était dans l'utérus, qui était évidemment en développement. Le bébé est mort. Fait que ça a été un bébé mort-né finalement, puis j'ai autopsié le bébé. Fait que le bébé était même pas né. Ça, c'est pas mal le plus jeune que j'ai fait. Oh. Sinon, ben, des enfants, des très jeunes enfants, j'en ai fait quelques-uns aussi, des bébés secoués, donc des enfants de moins de 12 mois, j'en ai fait quelques-uns aussi, malheureusement. Comment tu fais pour voir ça, un bébé secoué? C'est les blessures au niveau du cerveau, finalement. C'est des hémorragies à l'intérieur de la tête, à la surface du cerveau, des dommages dans le cerveau, puis des hémorragies au niveau des yeux qui nous permettent généralement de venir dire ben, c'est un bébé secoué, puis en éliminant tout ce qui peut mimiquer, tout ce qui peut ressembler à ça, parce qu'il y a des maladies aussi qui peuvent donner un peu le même genre de constatation d'autopsie. Fait que, donc le secouage, ça entraîne des blessures principalement au niveau des yeux puis du cerveau. Donc, en mettant en évidence ces blessures-là, puis en éliminant ce qui peut y ressembler, on est capable de poser des diagnostics à ce moment-là. Fait que tu analyses des fois à l'intérieur du cerveau Oui, aussi? tout à fait. Ah ouais, OK. Disséquer les organes, ça veut dire les couper en tranches. Fait qu'on les ouvre littéralement, les organes. On va voir à l'intérieur. Oui, on dirait que tu as dit ça tantôt, j'excluais le cerveau. Oui, non, le cerveau aussi, c'est un organe comme un autre. C'est un organe qui est juste un peu plus complexe, mais oui, on va le couper en tranches, on va aller voir les structures à l'intérieur, voir si tout est beau, puis s'il y a des dérangements, puis on fait des biopsies. Donc, par exemple, dans les bébés secoués, il y a des changements très, 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 très subtils qu'on voit seulement au microscope et avec des tests spéciaux
qui peuvent venir nous éclairer puis venir conforter le diagnostic d'un bébé secoué ou d'un secouage, ce qu'on appelle un traumatisme cérébral non accidentel, finalement. Ouais, c'est en coupant le cerveau, puis en l'examinant à l'intérieur, puis au microscope, qu'on est capable d'aller aussi loin. Fait que la science est rendue performante, on peut aller assez loin, mais comme je dis, il y a encore des limites. Puis il y en aura toujours, de toute façon. Mm-hmm. Le bébé à l'intérieur du corps, c'était dans le fond, j'imagine, pour savoir si on accusait le papa du meurtre du bébé. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. OK. Tout à fait. Puis, c'était de voir le bébé est-tu viable aussi. Il y a un paquet de considérations juridiques qui me dépassent, évidemment, comme pathologiste. Mais donc, c'était pour déterminer la cause du décès. C'est ça, c'est-tu les coups, vraiment, le traumatisme qui l'a tué, c'est-tu autre chose? On ne prend pas pour acquis que parce que la mère s'est fait poignarder qu'automatiquement, en cours, tu peux pas partir avec des a priori comme ça. Il faut que tu prouves. Hein, la couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable. Puis l'autopsie, c'est un outil qui va lui permettre de rencontrer finalement ce fardeau-là. Je vais refaire un clap pour... Alors, j'espère que ça ne fera pas un clash trop drastique. On va être franc, on a pris une pause. Écoute, ton petit gars, il est arrivé. Ben oui. La routine du soir qui commence éventuellement. Fait qu'on repart ça. Parce que là, je t'ai demandé tantôt, par rapport à Magnata, dans le fond, je t'ai demandé, ça durait combien de temps, mais tu sais, tout le procès, en fait, mais une autopsie en soi, normalement, en moyenne? En moyenne, à peu près 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Quand c'est des cas plutôt simples, des morts naturelles ou des intoxications, des choses où il n'y a pas tant de, de constatation à faire à l'autopsie, mettons. Des morts violentes, là, quand il y a des traumas, c'est un petit peu plus long. Je te dirais peut-être 2-3 heures, une demi-journée, quand c'est un trauma qui n'est pas trop compliqué. Mettons, un coup de couteau, c'est pas trop compliqué. Non, c'est ça. Mais sinon, un meurtre dans la moyenne, on peut dire, là, j'aime pas ça dire ça, mais mettons une dizaine de coups de couteau. Pas mal dans la moyenne, je te dirais. Ça va prendre une journée à peu près. Fait que, on commence à 8 heures, on prend une pause sur l'heure du dîner, on finit à 3-4 heures à peu près. Puis l'exception, c'est que ça prenne plus qu'une journée. Ça peut arriver, on remet le corps dans le frigidaire, on le referme grossièrement, on le remet dans le frigidaire, on le ressort le lendemain, puis on continue. Fait que, mais ça, c'est l'exception. Et puis ça, c'est une journée en comptant que vous êtes 4 à peu près. C'est ça? Non, il y a toujours un pathologiste par cas. Mettons, comme il y a 4-5 pathologistes en fonction, mais on peut procéder à 4-5 autopsies de front là, en même temps. Chacun a son cas. On n'est pas plusieurs pathologistes sur un cas parce que le pathologiste, c'est lui qui est responsable, c'est le chef d'orchestre. Trop de chefs passaient d'Indiens, ça... Ah, j'ai le droit de dire ça, des Indiens? J'ai plus le droit de dire ça? Ah non! Non! Quoi? C'était l'expression consacrée. Oui. Non, mais trop... c'est ça, quand ça prend un leader à l'autopsie, puis fait qu'il y a un pathologiste par autopsie, puis il peut y avoir plus qu'un assistant, par exemple, plus qu'un technicien qui va faire... pendant qu'un ouvre la tête, l'autre peut éviscérer, puis... mais il y a un seul pathologiste, c'est lui le chef d'orchestre. OK. Fait que tu as un assistant, mettons, des fois quand tu en as besoin. Ah, tout le temps. On a tout le temps. On a tout le temps au moins un technicien parce que le pathologiste ne fait pas l'autopsie tout seul. Là. On a toujours au moins un technicien, puis des fois, on en a plus qu'un. Tu vois, au CHUM, généralement, j'en ai 2. Puis je fais des autopsies aussi à Maisonneuve-Rosemont, puis là, j'en ai rien qu'un. Des questions d'organisation de travail, c'est comme ça. Fait que, mais on a toujours besoin au moins d'une personne pour nous aider, là, pour aider le pathologiste, finalement. OK. Fait que, mettons, c'est comme chez le dentiste, mettons, là, il t'apporte les outils. Bien, je te dirais que en pathologie, c'est ça qui est de spécial, c'est le technicien quasiment qui travaille le plus fort. Ah ouais? En termes physiques, là, c'est lui qui va manipuler le corps, c'est lui qui va procéder à l'éviscération, donc les incisions, couper les côtes, retirer le plastron, sortir les organes. Ça, c'est tout du travail technique que le technicien fait. Le pathologiste, lui, va faire la dissection. Donc, prend les organes puis les dissèque. Au laboratoire, la façon dont le travail était organisé, si on avait 2 assistants pathologistes, c'est leur titre, le pathologiste, à ce moment-là, il ne touche même pas au corps, il ne touche même pas aux organes. Il prend des notes, puis il oriente le travail, finalement. Ah ouais, fait que tout le travail de dissection, d'éviscération, tout le travail très technique, c'est des assistants pathologistes, pas des médecins, finalement, qui font ça. Là. Fait que le pathologiste devient vraiment comme un chef d'orchestre, mais même pas les mains dedans, là, entre guillemets. OK. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, je te dirais que dans la plupart des endroits du monde, les pathologistes se mettent des gants puis ils font quand même au moins la dissection. Là. Fait que, mais la manipulation du corps, ça, c'est plus le travail technique des assistants pathologistes. Puis là, quand tu dis que tu ouvres un corps, là, est-ce que tu l'ouvres
du cou jusqu'au Oui. bas du ventre? Oui. Ça, c'est vraiment comme dans les films. La fameuse incision en Y, là, Ouais. d'une épaule à l'autre jusqu'au sternum, puis la ligne droite jusqu'au pubis. Ça, c'est comme ça qu'on procède. Aïe, aïe, Fait aïe, qu'on OK. on récline la peau, coupe les côtes pour ouvrir le thorax. Puis là, après ça, on peut sortir les organes. Puis au niveau de la tête, on passe par une incision sur le dessus de la tête. On récline le cuir chevelu de part et d'autre. Puis on va, avec la scie, on va ouvrir le crâne finalement, puis pour pouvoir extirper le cerveau, puis l'examiner. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Fait qu'encore une fois, tu retires littéralement Ouais. le cerveau du... Exact. OK. Oui, tout à fait. Puis on va le remettre dans le corps par la suite. On ne le remet pas dans la tête, on le remet avec les autres viscères, là, dans le sac à viscères. Puis on met ça dans le tronc finalement. Ah, attends un peu, attends un peu. Ouais. Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu... Ben, Tu mets le cerveau dans le ventre? Oui, on met le cerveau dans le ventre parce que de toute façon, après l'autopsie, l'anatomie, là, tout est, entre guillemets, scrappé. Là. On a tout scrappé l'anatomie. Ouais. Il n'y a plus rien qui tient. Là. Les repères, les ligaments, tout ce qui tenait les organes, il n'y a plus rien de ça. Là. Le corps est vide, Ouais. entre guillemets. Il y a la colonne, les côtes, puis c'est tout. Fait que tous les viscères, tous les organes sont dans un sac, puis on met le sac à viscères dans le tronc. Puis les thanatologues, par la suite, au salon, ils rouvrent le corps, rouvrent le sac à viscères, vont mettre du formol, de la poudre de formol pour fixer les organes, pour pas que ça se décompose puis que ça sente, entre guillemets. Ils referment le sac à viscères et referment le corps par la suite. Fait qu'une personne exposée au salon funéraire qui a une autopsie, le cerveau n'est plus dans la tête, puis les organes sont tous dans le tronc. Oh là là. Ouais, ça c'est un petit peu plus gore peut-être, là, Mais c'est comme ça. Pourquoi vous les remettez si ça ne sert à rien? Ben pour une question de respect de l'intégrité du corps du défunt. C'est une question morale, c'est une question éthique, mais c'est une question de règlement aussi. Même si on procède à une autopsie, on se doit, dans la mesure du possible, de respecter le plus possible l'intégrité du corps du défunt. OK. Donc, on ne peut pas, même si c'est une personne qui est morte, son corps a encore une valeur, ne serait-ce que sentimentale pour ses proches. Et on ne peut pas se permettre, quand on fait l'autopsie, de prendre les organes et mettre ça à la poubelle. Ça ne serait pas respectueux pour le défunt, ça ne serait pas respectueux pour la famille. Je comprends. Fait que les organes, les viscères, on les remet dans le corps. Si on conserve un organe en entier pour une expertise plus poussée, ça m'arrive de garder un cerveau, de garder un cœur pour une expertise sur-spécialisée en neuropathologie ou en cardiopathologie, bien à ce moment-là, j'avise le coroner, j'avise la famille. T'sais, by the way, j'ai conservé le cœur, j'ai conservé le cerveau, votre défunt n'est pas complet, entre guillemets, parce que vous avez le droit de le savoir. Puis, par la suite, si la famille tient à récupérer cet organe-là, c'est même possible de le récupérer dans un deuxième temps. Pour des questions pratico-pratiques, la plupart du temps, les familles ne veulent pas récupérer parce que c'est des frais funéraires de plus. OK. Ça coûte cher. Les rites funéraires ont déjà eu cours, le corps est déjà enterré parce que là, on s'entend que le cœur et le cerveau, ça prend des semaines à analyser. Là. Fait que le corps est déjà incinéré, il est déjà enterré et tout. Fait que pour prendre possession de ça puis faire quelque chose avec cet organe-là ou la maison, il y a des frais supplémentaires puis les familles, généralement, ne veulent pas défrayer ça. Fait que bon, c'est ça, c'est leur choix, c'est correct. Mais dans un petit pourcentage de cas, les familles veulent récupérer les viscères, c'est correct. Le viscère qui a été conservé, on peut le remettre à ce moment-là. Mais donc, c'est pour des raisons vraiment de respect de l'intégrité de la dépouille. OK. Ceux qui signent là, derrière leur carte d'assurance maladie pour les dons d'organes, Les dons d'organes, oui. ça, quand ça c'est signé, là, j'imagine que ils sont déjà out. Est-ce que... Oui. Quand on parle de dons d'organes, on parle de dons cadavériques, là, des dons sur cadavre, mais ce n'est pas des cadavres au sens où on l'entend généralement, c'est des gens qui sont en mort cérébrale. Donc, le cerveau ne fonctionne plus, le cerveau est mort, mais les autres organes sont encore en vie. Le cœur continue de battre, les poumons continuent de fonctionner, le foie, les reins, tout fonctionne. Puis c'est ça qu'on peut prélever pour le don d'organes. On ne peut pas prélever des organes de cadavres de personnes dont le cœur s'est arrêté parce que les organes ont souffert de l'arrêt cardiaque. Les organes ont déjà commencé à mourir. Évidemment, après le décès, quand le cœur arrête de battre, le sang ne circule plus. Puis des organes dans le corps où le sang ne circule plus, bien, ils meurent. Fait qu'on ne peut pas prélever puis transplanter un organe de quelqu'un qui est vraiment, vraiment mort. On peut le faire avec quelqu'un qui est en mort cérébrale, qu'on sait que le cœur continue de battre parce qu'on le supporte avec des machines à l'hôpital. Mais que si on ne faisait rien, le cœur arrêterait là, dans les minutes ou les heures qui suivent. Fait que ça, on peut le faire. Mais donc, moi, les gens que j'autopsie, on ne peut pas faire de prélèvement d'organes là, sur un cadavre. Là. Il est beaucoup trop tard. On peut prélever des tissus,
Il y a des tissus qu'on peut prélever sur des cadavres, même quelques heures après la mort, comme la cornée. C'est un tissu qui résiste très bien à la mort, entre guillemets. Les os aussi, la peau, mais c'est à peu près tout. Les valves cardiaques, on peut les prélever aussi, mais c'est à peu près tout. Le reste, c'est pour l'analyse, mais c'est pas pour la transplantation. OK. Mais si je meurs, puis que derrière ma carte, j'ai signé, est-ce que ça va être pris pour faire des tests, mettons? Non, pas nécessairement. Ah. Quand on signe derrière la carte d'assurance maladie, c'est vraiment juste pour le don d'organes. Donc, quelqu'un qui a un gros accident de la route, qui a un gros choc à la tête, qui est en mort cérébrale, qui arrive à l'hôpital, il est supporté, on l'amène aux soins intensifs, il est sous respirateur artificiel, le cerveau est mort, mais tout le reste fonctionne. Là, l'intensiviste peut se revirer de bord et dire à la famille, votre proche va mourir, mais on peut prélever les organes. C'est pas pour des tests, c'est vraiment pour transplanter à des gens dont l'organe ne fonctionne plus, des gens dont le cœur est malade, dont le foie est malade, dont les reins sont malades, qui sont sous dialyse. C'est à ça que ça sert de signer la carte d'assurance maladie. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à le faire. C'est toujours une démarche qui est difficile pour les proches, mais c'est transplanter des organes, là, ça sauve des vies. Là. Avec une personne en mort cérébrale, tu peux sauver 8 vies. Là. Tu peux transplanter 8 organes. Fait que c'est moi, ma carte d'assurance maladie est signée depuis longtemps. C'est dans mon testament aussi. Ma famille est au courant. S'il m'arrive ça, je veux qu'on prélève mes organes parce qu'au moins, mon corps va servir à quelque chose puis va servir à sauver des vies. Oui. Je trouve ça le fun parce que moi aussi, je t'avais dit tantôt que j'ai 3 enfants. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé ensemble. C'est bien ça. C'est puis très bien. Ils ont pris la peine, eux, de signer. Tu sais, comme ils trouvaient ça le fun, entre guillemets, mais tu sais, de pouvoir aider quelqu'un c'est si utile. Jamais... Oui, exactement. C'est de trouver un sens à une tragédie, finalement. Parce que c'est toujours des tragédies, là, quand on arrive à te poser ce genre de questions-là. On te donne-tu les organes? C'est parce que ça va pas bien, là, puis ça va plus que pas bien. Mais c'est des tragédies tout le temps, mais au moins ça peut donner un sens. Puis de ce que j'ai entendu, évidemment, je n'ai jamais été impliqué vraiment directement là-dedans, mais de ce que j'ai toujours entendu dans le milieu médical, c'est que les familles trouvent toujours beaucoup de sens. Puis c'était un peu un réconfort, finalement. Là. Mais quand d'abord que tu donnes ton corps à la science? Ah, bien, c'est après ton décès. Vraiment, après ton décès, c'est après l'embaumement. Au lieu de t'incinérer, on va conserver ton corps embaumé. Puis là, ton corps peut être donné à la science, entre guillemets, ça va être donné à une université pour que des étudiants, par exemple, comme on parlait tantôt, se pratiquent pour faire de la dissection ou apprendre l'anatomie, finalement. C'est à ce moment-là que tu donnes ton corps à la science. Là. Fait que ça, il faut que ça soit dans ton testament? Généralement, oui, il faut que ça soit testamenté. Mais écoute, là, je m'avance un petit peu. Là, je ne suis pas un spécialiste de ça. Là. Je ne pense pas que tu puisses approcher une université comme telle. Là. Il doit y avoir des règles assez précises. Ça doit passer par le testament. Mais c'est plus à un notaire qu'il faudrait poser la question. OK. Puis quand tu as commencé, parce que là, tantôt, tu me parlais de ta carapace, que tu t'étais fait, puis tout ça, parce que tu n'as pas le choix, là, à un moment donné. Oui. On voit des choses horribles à tous les jours. Là. Ben oui. Mais j'imagine que cette carapace-là, elle s'est build-up. Tu sais, t'as pas fait ta première avec, j'imagine. Fait que comment que c'était les premiers temps que tu as exercé ton travail? Bien évidemment, chaque personne est différente. Dans mon cas, moi, honnêtement, j'ai pas de cœur pour ça. Ça m'a jamais fait de quoi. Non, ça m'a jamais vraiment fait de quoi. Je ramène pas ça à la maison. Je pense pas à ça le soir. Je pense que ça m'empêche pas de dormir. C'est un travail. Wow! Tu sais, on s'habitue à tout. Hein? On s'habitue vraiment à tout. Puis le corps, les humains, on est bon pour ça, pour s'habituer à des choses que le commun des mortels ne s'imagine pas qu'on soit capable de s'habituer. Fait que moi, ça m'a jamais troublé. J'en ai jamais. Tu sais, le seul moment où j'ai vraiment. Ça a été plus spécial, c'est la première autopsie que j'ai vue. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était une des premières fois que je voyais un mort. On ne voit pas souvent des morts. Hein, si tu n'as pas du monde autour de toi qui sont morts puis tu étais là au salon, tu ne verras jamais de voir de ta vie. Fait que là, c'était le premier mort que j'ai vu de très près, puis c'était la première autopsie que je voyais. Puis c'est vrai que c'est impressionnant jusqu'à quel point, jusqu'où on va. Fait que la première autopsie que j'ai vue, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais après ça, pour le reste, les 2700 autres que j'ai vus jusqu'à présent, c'est un cas après l'autre. Comme je dis, c'est business as usual. C'est un travail qu'on fait. Fait que j'ai un objectif, j'ai un travail à faire, j'ai des questions auxquelles je dois répondre, mais je ne m'attarde pas à la personne que c'était. Fait que, tu sais, c'est pas...
moi, c'est ma façon que ça ne vienne pas me chercher puis que ça ne vienne pas me troubler. C'est que je ne me pose pas de questions, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle était, quelle sorte de... C'était quoi sa couleur préférée, ses proches. C'est pas le genre de questions que je me pose. Okay. Pas que ça ne m'intéresse pas, j'ai de la compassion, puis je trouve ça dommage pour les familles qui ont traversé des épreuves, qui vont traverser avec le genre de travail que je fais sur les genres de personnes qu'on m'envoie à autopsier, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas le but de mon travail. Mm-hmm. Puis c'est justement comme ça que je pense que je suis capable de traverser, de traverser ce travail-là sans que ça m'affecte. Le côté qui m'affectait plus, puis la raison pourquoi j'ai quitté le laboratoire, c'est que tu peux pas décrocher en ce sens que pas au niveau individuel, au niveau de chaque cas, mais au niveau juste du travail, tu écoutes les nouvelles, il parle d'un meurtre aux nouvelles, bon, tu sais, je vais l'avoir demain. Tu sais, c'est OK, le travail. Tu sais, à chaque jour que tu écoutes les nouvelles, tu suis l'actualité, puis moi, je suis beaucoup l'actualité, ben ça me ramenait constamment dans mon travail, même en vacances. Je pensais à mon travail parce que j'écoutais l'actualité, puis il y a des meurtres, il y a des ci, il y a des ça. Puis, veux pas, ça devient comme un réflexe de dire OK, je vais avoir ça demain sur la table. Puis, non, je ne veux plus penser à ça. Fait que, c'est pas une question que ça me trouble ou que ça vient me chercher, c'est juste que ça me ramenait constamment dans mon travail. Puis, parce que l'actualité est collée au travail d'un pathologiste judiciaire, veux pas. Ouais. Puis, ça, je trouvais que ça commençait à être vraiment lourd. Puis, ça commençait vraiment à m'affecter. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une réorientation de carrière, puis d'aller travailler ailleurs finalement. Puis, je me porte beaucoup mieux depuis ce temps-là. Mais comme tel, donc même si j'ai vu des choses horribles, ça m'a jamais troublé. Puis, j'ai toujours fait exprès, entre guillemets, de pas trop connaître les circonstances des décès de gens que j'autopsiais. Au niveau de l'enquête policière, là, moi, savoir l'appel au 911 que le défunt a fait avant de se faire tuer, là, bon, ça ne m'intéresse vraiment pas de savoir ça. Vraiment, vraiment pas. C'est pas utile pour mon travail. Puis ça va donner une couleur que j'ai pas envie que ça donne. Fait que non, je veux pas le savoir. Il y a des pathologistes que ça les intéresse, puis je les juge pas, c'est correct. Comme je dis, tout le monde est différent. Mais moi, donne-moi-en assez, parce qu'une autopsie, tu fais jamais ça à l'aveugle. Ça te prend toujours un minimum d'informations pour t'orienter. Fait que j'ai besoin un petit peu d'informations. Fait que j'en veux un peu, mais pas trop. C'est une fine ligne sur laquelle on marche, qu'on ne veut pas dépasser, mais c'est avec l'expérience aussi, tu sais jusqu'où tu as besoin d'aller pour les informations que tu as besoin de connaître pour bien faire ton travail, puis où est-ce que tu ne veux pas aller parce que là, ça devient juste comme de la curiosité mal placée, puis c'est inutile finalement. Oui. Comme la vidéo de Magnotta. Comme la vidéo de Magnotta, c'est le meilleur exemple. C'est un exemple extrême, mais c'est le meilleur exemple. Oui, exact. Y a-tu quelque chose que tu as vu au fil des ans qui a accentué, une forme de mort, mettons? Que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui est poignardé, ou est-ce qu'il y a quelque chose au fil des ans, je ne sais pas comment poser ma question, s'il y a une forme de mort qui... Pas une forme comme telle, mais je te dirais qu'avec l'expérience, justement, au fil des ans, je me rends compte que l'humain est vraiment capable du pire. Et je trouve ça extrêmement décourageant. Fait que le niveau, mettons, de sadisme augmente? Non, pas nécessairement. Okay. C'est vraiment juste l'accumulation de dire, tu sais, il y a des meurtres qui sont vraiment particulièrement violents. Il y en a qui le sont peu, entre guillemets, ça reste un meurtre, mais il y a quand même une différence entre poignarder quelqu'un une fois puis le poignarder 100 fois. Dans ma tête, il y a quand même une bonne différence, là. Puis pour tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin de le poignarder 100 fois. Là. Une fois bien placé, c'est amplement suffisant si tu veux vraiment tuer quelqu'un. Fait que, donc, il n'y a vraiment pas de montée en puissance. Là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais avec l'expérience, je me rends compte que l'humain est vraiment capable du pire. Puis, des fois, tu rouvres le sac, là, tu regardes le cadavre, tu te dis, oh mon Dieu, ça va être lourd, ça va être long, ça va être tough, ça va en être une grosse, là, entre guillemets. Là, quand il y a tellement de plaies que tu n'es même plus capable de les compter parce qu'il y en a trop, tu te dis, ouais, c'est too much. Là. La fameuse expression anglophone de l'overkill, là, ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai constaté avec le temps, que l'humain, oui, on voit des belles choses, on voit des élans de solidarité, on voit des organismes d'entraide et tout, puis fait que l'humain est capable du meilleur, mais il est vraiment capable du pire, et l'humain est un animal.
ça n'a pas vraiment... J'ai jamais été très, très humaniste. J'ai un petit côté misanthrope, puis c'est sûr que mon travail ne m'a pas aidé de ce côté-là. D'avoir ce que l'humain peut faire de pire, ça n'a pas aidé. Puis j'ai pas une grosse estime pour l'humanité en termes d'espèce. Vraiment, de point de vue biologique, là, l'animal humain... je ne suis pas certain que la Terre se porterait vraiment si mal que ça si cet animal-là disparaissait. Parce qu'on est capable... On regarde juste la guerre. Là, regarde la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël puis le Hamas, les atrocités dont on entend parler, puis qu'on n'a même pas vu. Là, puis il y a du monde qui sont curieux d'aller voir des photos de ça. Je ne sais pas comment ils font ce monde-là. Là. Moi, ça ne m'intéresse nullement, mais c'est atroce, c'est horrible. Tu vois pas ça dans la nature. Tu vois pas ça. Il n'y a pas d'animal, il n'y a aucun animal qui fait subir ça à d'autres animaux. Cette atrocité. Mais l'humain, on est capable de faire ça. Je trouve ça horrible. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de... Je pense que ça rejoint un petit peu peut-être ce que tu avais en arrière de la tête avec ta question, mais ça c'est quelque chose que j'ai constaté avec le temps qui, finalement, aujourd'hui, ne me manque pas parce que mon travail, c'est, comme je dis, c'est réorienté, puis je vois des choses vraiment moins dures que ça. Là. Fait que ça m'aide un peu. J'imagine que les corps que tu parlais, est-ce que c'est plus des femmes que des hommes? Non, c'est plus des hommes. Qui sont vraiment... Oui. Au terme, ça c'est documenté, là, épidémiologiquement, les morts violentes, c'est beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, parce que les hommes ont généralement un comportement plus téméraire. Les victimes de meurtre, oui, il y a des féminicides, là, mais si tu regardes sur une année au Québec, là, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont victimes de meurtre que de femmes. Puis au niveau des morts naturelles, pour les cas que j'autopsie, là, évidemment, là, il y a les cas de coroner, donc des morts subites, il y a plus d'hommes aussi. Pour des questions d'hormones, des questions de... les hommes sont plus affectés par les maladies cardiaques que les femmes. Les femmes, vous êtes un peu protégées par les hormones. L'estrogène protège beaucoup, jusqu'à un certain point, évidemment. Là, mais donc, vraiment, pour toutes ces raisons-là, dans toutes les catégories de décès, généralement, ce que moi, je couvre là, dans mon travail, c'est vraiment... je vois plus d'hommes que de femmes. Là, puis c'est facilement du 2 pour 1. Là, si c'est pas du 3 pour 1. Facile. Ouais. Je m'imaginais un... homme à homme, mettons, un homme qui tue un autre homme, je m'imaginais plus comme par balle, mettons. Et non comme tout... Ah, non, par balle, oui. Couteau, contondant, donc battu à mort, battu à coups de bâton. Non, c'est tout ça, honnêtement. C'est vraiment pas juste l'arme à feu. Au Québec, là, je te dirais qu'il y a à peu près peut-être un peu moins du tiers des meurtres qui sont commis par arme à feu. Le reste, c'est du couteau puis du contondant. Puis il y a une petite portion de strangulation, donc des victimes étranglées, finalement. Mais c'est à peu près un tiers. Arme à feu, un tiers, couteau, un tiers, du contondant, un tiers. Fait que la force brute, là, si on veut, là, les poings et les pieds des objets. Puis c'est ça, puis une faible minorité de... Fait que non, homme à homme, c'est vraiment pas juste de l'arme à feu, là. Ça peut être du couteau, puis les poings puis les pieds, ça fait un job aussi. OK. Puis tu dirais que les femmes, c'est quoi, mettons, les féminicides, ça serait quoi la cause, tu sais, la première? Ah, mettons? Couteau, numéro 1, puis probablement numéro 2, les strangulations. Okay. C'est des meurtres, c'est plus personnel, évidemment. Généralement, il y a une disproportion de gabarit entre le conjoint et la conjointe, donc c'est plus facile, entre guillemets, d'étrangler une femme que d'étrangler un homme, là, serait-ce pour une question de force physique et de gabarit. Là. Fait que couteau premier, numéro 1, deuxième, la strangulation. Puis après ça, oui, tu peux avoir bien d'autres choses, là, du contondant aussi, l'arme à feu un peu, oui. Mais c'est vraiment, je pense que c'est pas mal plus dans cet ordre-là. Tu as parlé de l'humain qui s'en vient animal, un peu. Ben, il l'a toujours été. Oui, c'est ça. Moyen-Âge, c'était pas bien mieux. Si ça se trouve, c'était même pas mal pire. Hey, c'était pire, mais oui. Mais ça m'a fait... Je voulais te remercier, en fait. Parce que quand je suis arrivée, ben, tu m'as mis super à l'aise. Puis mon chum, il était venu porter du stock avec moi, puis tu as demandé s'il voulait rester. Mais tu l'as plus... Ben, en tout cas, tu l'as fait un petit peu pour moi. Oui. Pour que je me sente à l'aise parce que tu savais que j'étais une femme qui était toute seule chez toi. Ben tu t'es mis à ma place. Ah, tout à fait. Tu me connais pas, je te connais pas, mais moi, j'ai pas mal moins peur de toi que peut-être l'inverse. Oui. Fait que, effectivement, on sait jamais à qui on a affaire de nos jours. Fait que c'est important pour moi de te mettre à l'aise aussi. Oui, mais honnêtement, là, je trouve chapeau à toi. Merci. Vraiment, parce que
loin d'être tout le monde qui pense comme toi. Puis juste que tu l'aies mentionné, puis que tu aies pensé. Puis c'est ça, que tu te sois mis à ma place, c'est ça. C'est venu me chercher, ça me touche beaucoup, puis je l'apprécie fois 1000. Fait que je tenais à le mentionner à tout le monde qui va écouter le podcast, parce que je pense que tu es une belle personne. Merci beaucoup. Je vais prendre le compliment, je l'apprécie, merci beaucoup. Oui, fait que, merci. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais? Je pense qu'on avait fait le tour. Oui, c'est une bonne entrevue, on a fait le tour, tout à fait, absolument. Good. Merci beaucoup, Yann, de ta générosité. Est-ce que tu voudrais rester avec moi juste un petit temps supplémentaire? Fait que j'ai mon paquet de cartes ici, puis c'est la vie qui va décider à quoi tu réponds aujourd'hui. Parfait. Intéressant. Oui, ça va être pour... C'est toi personnellement. Fait que... OK, parfait. Oui, c'est des questions pour toi, là. OK, parfait. Fait qu'on se retrouve sur Patreon, tout le monde. Puis ceux qui sont pas abonnés, patreon.com sans norme. Fait que merci, Yann. Ça fait plaisir. Bye. Bye.